Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous parler du salon de la photo 2023 qui se déroulait à Porte de la Villette, donc du 5 au 8 octobre. Je vais également vous parler des différentes news qu'on a eues concernant les boîtiers et objectifs sur différentes marques. Je me suis rendu sur place pour une après-midi complète. Donc c'était un peu court pour vous filmer à peu près l'intégralité de tous les stands. Il faut savoir que j'ai pas fait certaines marques dont Leica, Nikon, Fujifilm. Donc voilà, c'est à peu près les seules marques que j'ai pas vraiment visitées lors du salon. J'ai fait un peu le tour du salon comme ça et j'ai fait une rencontre. Bon, c'est le fruit du hasard, c'était pas du tout prévu. Mais lors de ce salon, eh bien, j'ai rencontré Laurent Baheux. Laurent Baheux qui est un photographe animalier, donc certains vont peut-être le reconnaître ou le nom leur dit quelque chose. Il réalise des photos en noir et blanc de la faune sauvage en Afrique. Donc moi c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à le voir à la Villette, c'était une très grande surprise. Et bien j'ai voulu absolument réaliser une vidéo. Voilà, le concept c'était de se présenter en 5 minutes. Mes différentes questions par rapport à lui, c'était voilà, quelle était sa vision en tant que photographe animalier. Je lui ai demandé de se présenter, qui il est, etc. Son parcours un peu, et pourquoi il était présent au salon de la photo. Je vais vous mettre la vidéo. Par contre, petit aparté, et j'en excuse par avance, la qualité de la vidéo est pas top. Il faut savoir que j'ai eu un phénomène qui est connu, on le retrouve sur les appareils photo hybrides, c'est le phénomène de flickering. Donc je vais vous mettre, vous inquiétez pas, les liens dans la description, et je vais vous expliquer. En fait, c'est un balayage lumineux qui fait ça, tac, et qui vient ruiner complètement vos images, vos photos et votre vidéo. Alors moi je sais que c'est un phénomène qu'on retrouvait pas mal en photo, j'en ai entendu parler, surtout dans les églises, dans les lieux clos avec vraiment de la lumière artificielle. On peut le retrouver en vidéo et ça je le savais pas du tout. Je remercie quand même Alex de m'avoir, c'est un pote vidéaste qui m'a aidé à corriger le phénomène. Bon, malheureusement le flickering était tellement important qu'on n'a pas pu le supprimer. Je remercie Laurent Baheux d'avoir accepté. Ok, alors moi je m'appelle Laurent Baheux, j'ai 53 ans, ça fait à peu près 30 ans que je fais de la photo. J'ai commencé dans l'univers du sport en presse quotidienne régionale à Poitiers, dans ma région de naissance. Et puis très vite, je me suis aperçu que ça se passait quand même beaucoup à Paris au niveau du sport et des agences spécialisées en actualité sportive. Donc, je suis monté à Paris et puis j'ai couvert le sport pendant une quinzaine d'années, les événements nationaux et internationaux. Donc j'en ai mangé pas mal. C'était une super école d'apprentissage de la photographie, quoi, et d'adaptation à conditions de lumière sans arrêt changeantes. Et moi ça m'a beaucoup appris et ensuite j'ai basculé un peu marre de la vie citadine, un peu marre de tout cet univers-là, et j'ai eu vraiment le besoin de me reconnecter à des choses qui me paraissaient plus essentielles. Et ça a été les animaux et la nature, et je suis parti en Afrique et j'y ai pris goût et je me suis aperçu que ça me passionnait encore plus que le sport. Et du coup maintenant ça fait une vingtaine d'années que je me consacre essentiellement à ça, que je photographie la vie sauvage en Afrique, en Arctique et ailleurs. Voilà. Et uniquement en noir et blanc parce que mon apprentissage s'est fait en argentique en noir et blanc, et j'ai gardé ce goût-là. Donc voilà, tu as appris comment gérer la lumière naturelle en noir et blanc. Ouais, au labo argentique en fait, j'ai tout appris de la lumière au labo argentique, parce qu'à l'époque je faisais du sport pour un quotidien départemental. Donc je donnais que des films noir et blanc parce que c'était moins cher au développement etc. Donc et toutes les pages intérieures du journal étaient en noir et blanc, il n'y avait que la une qui était en couleur. J'ai fait toutes mes armes en noir et blanc et aujourd'hui je continue de cultiver ça parce que puis quand je me suis intéressé à l'histoire de la photo, j'ai vu que elle avait été inventée en noir et blanc, que les gens avaient un peu oublié ça, quoi. Et tu continues toujours l'argentique? Non, j'ai arrêté l'argentique, mais j'aimerais bien m'y remettre. Tu peux y revenir, alors que ce soit en moyen format ou même au 35 mm. Ouais.
Là, tu vois, moi je suis ambassadeur Sony, donc on est sur le stand Sony là, et je vais faire une petite conférence, et d'où la raison de ma présence ici. Voilà, donc je vais parler un peu de mon travail. Derrière, on voit Christophe Brachet qui a fait une excellente conférence ce matin, qui a passionné les foules. Et qui est derrière moi actuellement. Voilà, sur son travail de photographe de plateau de cinéma. Et qu'est-ce que dit Laurent Baheux alors en fait, hein? Retrouvez-vous Laurent Baheux? Parce que Laurent Baheux expose bientôt, il y a une exposition là bientôt. Est-ce que tu en as parlé? Ah oui, non, c'est vrai. Ah ben alors, enfin même pas son exposition. Mercredi prochain pour les Parisiens à Paris, ça à la Galerie La Une à Saint-Germain. D'accord. Ouais. Voilà. J'y serais peut-être. Hein. Et ben voilà. Plaisir. Ouais, quartier Saint-Germain, et voilà, il y a allez-y. Une expo sur la thématique de l'allure, avec notamment le photographe italien Olivero Toscani. C'est le photographe des pubs Benetton et tout ça. Et Laurent Baheux. Voilà, et Laurent Baheux. Bon, bravo Laurent Baheux, je suis totalement fan de Je vous mettrai en description les liens pour retrouver le travail de Laurent Baheux, qui réalise des clichés vraiment, je trouve, qui sont magnifiques en noir et blanc de la faune sauvage d'Afrique du Sud. Je me suis rendu compte, voilà, après en regardant mes fichiers sur l'appareil, que j'avais ce balayage. Je suis allé au stand Lumix pour, voilà, j'avais par rapport à ce phénomène, et je remercie la personne. Moi, je connais pas son nom, ni son prénom, ni son poste au sein de l'entreprise, mais je vais vous montrer en vidéo que voilà, le problème est définitivement réglé lorsqu'on modifie sa vitesse d'obturation, et là il n'y a plus aucun souci en termes de qualité visuelle. C'est pas le rolling shutter, c'est un problème de synchroscan en fait. C'est-à-dire on voit le clignotement des lumières en fait. Ouais. Dans le rolling shutter, c'est quand ton image elle penche parce que tu as un sujet qui passe vite. Je remercie ce manager, ou je sais pas à quel poste il a dans l'entreprise, mais de m'avoir aidé, aiguillé et renseigné par rapport à ce phénomène. On va tout de suite parler des nouveautés. Par exemple, chez Sony, on retrouve, ils ont sorti le Sony FE 300 mm f2.8G Master OSS. Donc c'est une optique compacte pour les hybrides, assez légère. Ça c'est quand même dingue pour un 300 mm de 8 optique fixe. Il est à 1,4 kg, donc 1400, plus précisément 1470 grammes. Donc ça c'est juste dingue. Bon, le prix épique, le prix est de 6700 €. On le voit pas que chez Sony mais chez Canon, les prix des optiques dans les gammes hybrides, les prix ils explosent. Par rapport à Sony, je voulais y revenir. À un moment donné au salon, je suis allé au stand Tamron, et en fait il y avait, je sais plus quelle optique, je sais plus si c'était un zoom, une optique, ouais c'était un zoom Tamron sur un A7S3, et en fait le gars au stand, il avait un souci pour justement désactiver l'option du rideau. Vous savez, sur les appareils hybrides maintenant, on peut activer ou désactiver le rideau de protection pour éviter que la poussière, l'humidité, etc. rentre au niveau du capteur de l'appareil hybride. Et bah, moi, je ne suis pas un utilisateur de la marque Sony, hein. Je ne possède pas de boîtier personnellement. Mais alors par contre, Sony, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Les menus vos menus sur vos boîtiers sont beaucoup trop complexes. Sur l'A7S3, j'ai bien mis entre facilement 15 minutes pour trouver où était précisément l'option, le réglage pour désactiver le rideau. Un truc de dingue. Vos menus sont bien trop labyrinthiques, plutôt extérieurs à la marque. J'utilise pas vos boîtiers, mais je trouve vos menus bien trop complexes. Il faudrait les alléger. On passe vraiment trop de temps à chercher le réglage pour paramétrer son boîtier. Là c'était un A7S3, et voilà, c'est un peu le reproche que je fais vraiment au menu Sony. Sinon à part ça, ils sont top sur la qualité de l'AF, la vitesse d'AF et tout, la montée en ISO. Ils ont leur boîtier a beaucoup de qualité, etc. Mais alors par contre les menus, je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour que ce soit plus clair, plus concis. L'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, au niveau des autofocus pour les boîtiers, donc ça, à mon avis, ça ce sera l'avenir. C'est probable qu'on le voit chez d'autres marques également, donc ça vraiment améliore les performances de l'AF.
C'est une technologie qu'on retrouve notamment dans l'informatique, qu'on va voir arriver dans le monde du jeu vidéo, donc c'est quelque chose. Il faudra s'y préparer. L'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus démocratisé. Et je pense aussi que ça va faire monter le prix aussi des boîtiers. Il me semble qu'on le retrouve sur le A9 III, le dernier qui va sortir chez Sony, le Sony A9 III, et le A7 C2, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Hein. Si voilà, les utilisateurs Sony, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais à un moment donné, j'ai parlé un peu à une responsable de chez Sony, et apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle m'a dit, Sony envisage de créer des entreprises en Allemagne afin de limiter l'impact carbone sur tout ce qui est matériel Sony, optique, objectif. Donc au lieu que ce soit produit à Taïwan ou en Chine et que ça demande beaucoup de ressources pour transporter le matériel d'un point A à un point B, là ils vont se dire voilà, on va implanter nos entreprises en Europe, en Allemagne, comme ça, le coût des frais de transport, je pense qu'ils sont vraiment moins élevés. Donc ça c'était la petite news. On va bifurquer par rapport à la marque Sigma. Alors, faut savoir que j'ai rien du tout contre la marque Sigma. J'avais fait une vidéo et je vais vous mettre là ou là, je sais plus, en haut à gauche ou à droite, le lien sur mon coup de gueule par rapport au 150-600 mm. Je suis allé à leur stand et j'ai pu tester le 500 mm f4, qui est un très beau caillou, qui est une très belle optique, hein, qui est pas donné, mais je vous mettrai le lien dans la description également. Vous allez voir que c'est une optique qui est aux alentours de 6550 € neuf. C'est une très belle optique, en tout cas optique fixe. Moi j'ai beaucoup aimé l'avoir en main. Je l'ai testé avec mon ADX et franchement c'est pas une optique lourde, elle fait à peu près, il me semble, dans la description, si je regarde, aux alentours des 3,3 kg avec le pare-soleil. Donc si jamais vous enlevez le pare-soleil, vous êtes aux alentours des 3,1 kg. Donc c'est vraiment, pour un 500 f4, c'est vraiment pas mal en termes de poids et tout. Franchement j'ai kiffé. J'ai voulu tester le 120-300 également 2.8 de chez eux, mais il n'est plus produit par la marque. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. On va le retrouver que 2 cases du coup. J'ai voulu le tester, ils l'avaient pas, mais je pense qu'en fait ils ont raté la production pour vraiment se concentrer, je pense, sur la sortie des futures optiques pour les appareils hybrides. Chez Sigma, j'ai également pu tester le 100-400 mm pour monture Fuji X, une optique que j'ai testée avec le XT5, Fuji XT5, hein. Donc comme d'hab les liens je vous les mettrai. Franchement c'est une optique qui est pas mal, hein, plutôt légère, 1 kg 135 grammes, donc c'est pas. Et je pense qu'en fait pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'animalier, découvrir, se lancer, débuter, je pense que ça peut être une très belle optique si vous avez des boîtiers Fuji. J'ai vraiment trouvé que le Sigma il réagissait plutôt bien avec le XT5. Le XT5 il ressemble beaucoup au XT2 en termes d'ergonomie, de prise en main. C'est juste que voilà, il y a des nouvelles technologies dessus. Et franchement, le combo XT5 avec le 100-400 Sigma était vraiment pas mal. Bon, c'est pas une optique que je choisirais personnellement, puisque maintenant, moi, au quotidien, j'utilise une optique fixe. Donc c'est vrai que maintenant, j'utilise que de ça. Parce que l'ouverture, je trouve que l'ouverture est hyper pratique, surtout avec le temps qu'on a eu ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je privilégie plutôt les optiques fixes maintenant. Et voilà, si vous débutez dans l'animalier, ça peut être une option en plus qui n'est pas très onéreuse, il me semble, qui est aux alentours, oui, je vois le prix là, qui est aux alentours des 1000 €. Alors j'ai voulu aller au stand Canon également, mais Canon a fait énormément de monde en début d'après-midi. Je vous assure, impossible de pouvoir même tester du matos, les derniers hybrides avec les objectifs R. Il y avait trop de monde, donc j'ai préféré y aller plutôt en fin de soirée.
Je suis retourné au stand, il était après vers les 18 h, donc j'ai pu tester le R6 Mark II. Et moi, ce qui me bluffe chez Canon, en tout cas, c'est, j'adore toujours l'ergonomie de leur boîtier, hein, que pas besoin de dragon, etc. On le tient bien en main comme d'hab. Ce qui m'a bluffé, c'est la vitesse de l'autofocus, c'est impressionnant. J'ai pu tester le R6 Mark II. Il me semble de mémoire avec un 50 mm 1.4, avec une espèce de bague en bout, au fût pas au fût, mais en bout d'objectif. Il y a une espèce de bague tournante avec un cliquetis qu'on entend. Et en fait, ça, c'est une fonction qui permet qu'on peut utiliser, paramétrer par exemple pour l'ouverture du diaphragme. Au lieu de l'ouverture de la changer via la roue ou une des molettes, et bien voilà, changer directement sur l'avant de l'objectif. Et ça, je trouve que c'est hyper bien pensé. Bon, par contre, les prix chez Canon, vous savez, la gamme RF est très élevée encore. Concernant Canon, ils ont sorti le RF, donc ça c'était après le salon, mais ils ont sorti le RF 200-800 S6.3 f9 stabilisé en blanc. C'est une très longue focale, donc ça c'est top pour les espèces sensibles, pour éviter de déranger par exemple du martin pêcheur, de la buse, du faucon cresserelle, etc. Tous ces types d'espèces où il faut vraiment, il n'y a pas que l'objectif qui compte, il y a aussi le camouflage. Mais avoir un 200-800, mine de rien, ça permet quand même d'être assez en retrait et de pouvoir, si jamais, recadrer pour faire soit du portrait ou soit un peu plus de composition en intégrant les éléments. Personnellement, moi, c'est pas une optique que j'achèterais, que je prendrais pour moi perso. Je vous ai déjà dit, je préfère maintenant les optiques fixes. Et pour le prix, 2420 €. Je dis pas que c'est une mauvaise optique, mais après, il y en a qui préfèrent les zooms, qui vont l'apprécier. Moi, personnellement, je préfère les optiques fixes à ouverture f4. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme j'ai envie de vous dire. Là, en sortant le 200-800, pour moi, clairement, ils sont en train de nous dire, voilà, on est capable de sortir des longues focales. Là, ils nous ont sorti un 200-800. Eh bien, ouais, vous voyez, on peut faire aussi bien, voire même mieux que Sigma ou Tamron. Donc pour moi, ils sont pas prêts de s'ouvrir aux objectifs tiers de sitôt, voire peut-être même pas du tout. Ils communiquent pas dessus, mais pour moi, ça veut clairement dire ça. Après, je peux me tromper, hein. C'est que mon avis, bien sûr, bien entendu. Donc j'en ai fini avec la partie Canon. Il y a autre chose qui m'intéressait également et que j'ai pu tester un peu, c'était la gamme Lumix. Je me suis pas tardé parce qu'ils avaient séparé en fait d'un côté et de l'autre les pleins formats et leur boîtier micro 4 tiers. Donc c'était vraiment deux stands séparés mais pas très loin côte à côte de l'autre. Donc moi ce qui m'intéressait c'était surtout le G9 Mark II. Donc là on est sur du boîtier micro 4 tiers. Bon, vous connaissez les inconvénients du micro 4 tiers. Je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est le capteur qui est beaucoup plus petit. Donc sa faiblesse, c'est la montée en ISO. Vous allez avoir beaucoup plus de bruit numérique dès que vous allez être sur les 6400 ISO, voire 3600. Je vous apprends pas grand chose. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils avaient intégré un naïf plus performant en reconnaissance des yeux sur animaux, voitures, dans le G9 Mark II. Alors, je l'ai pris en vidéo lors du salon avec mon GX8 plus le 25 mm 1.7. Je l'ai pris en main avec également le 100-400, c'était le 100-400 version 2, mais honnêtement j'ai pas vraiment aimé le 100-400. J'ai trouvé la bague, pour tourner la bague de zoom vraiment dure sur le 100-400. Il y a une petite fonction on-off que je connaissais pas mais qui sert à verrouiller la focale à 100 mm au début, à la base de l'objectif, donc ça évite que par accident l'objectif, le zoom bouge entre temps. Sinon vous avez utilisé à la fin de l'objectif, vous avez une fonction on-off, non, pas on-off, lock and lock, pardon, qui vous permet de bloquer à 100 mm, 200, 300 et bien sûr à la fin de zoom à 400. J'ai pas aimé du tout le 100-400. Après, potentiellement, vous pouvez aimer ce zoom. J'ai préféré le 200 mm f2.8 focale fixe de chez Lumix.
Franchement, j'ai pris une claque, hein. Le 202.8 c'était quelque chose, et en plus, un 202.8 du coup c'est en plan format, ça donne un équivalent 402.8. En plus, il y a le téléconvertisseur 1.4 intégré dessus, donc c'est pas rien. En plus, le prix il a baissé en ce moment, j'ai vu pour 1400 €, vous pouvez l'avoir. Donc un 202.8 équivalent 402.8, le mix, enfin là c'est Leica qui a produit cet objectif là, c'est vraiment une pépite. Il a un piqué, je l'ai utilisé avec le GX8, j'ai rien à dire. C'est l'avantage du micro 4 tiers, c'est que c'est léger, facilement transportable. Ça peut être un second boîtier si jamais voilà, vous voulez pas trop vous encombrer l'été ou sur des randonnées. Après le G9 II, bah là je l'ai testé un peu, mais c'est, comment dire, c'est trop court pour vraiment faire un avis définitif, mais vous le verrez, j'ai pris une capture d'écran du site Miss Numérique qui en parle, mais j'ai trouvé que par moment, le G9 II, si le sujet il est de dos ou de 3/4, il est comme ça, ou même de dos, la F a tendance à hésiter, c'est comme s'il réfléchissait, il hésitait, il met 2-3 secondes à peu près dans ces laps de temps-là pour faire la mise au point. C'est vraiment assez étrange, assez bizarre, j'ai eu cette impression-là. Après, je dis pas que c'est un mauvais boîtier, hein. Moi j'ai adoré la prise en main, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué au niveau de la F. Je suis désolé, la vidéo s'est coupée. J'étais en train de parler du 12-35 mm f2.8 pour le Lumix. J'avais déjà testé au salon 2022, pardon. Ouais, nickel, hein, il accroche, hein. Pas mal, hein. Mais je pense que ça vient aussi de mon 25, il est pas trop... Bon, il met un petit temps, mais c'est quelques millisecondes, hein. C'est vraiment... Ouais, ça vient aussi de l'objectif. C'est quoi la distance minimale, là? La distance minimale, ça doit être même pas 20 cm. Regardez, je suis là, et il a fait la mise au point, et je suis... Ouais, c'est ça. Hein. C'est ouf. Oh, j'ai placé le 35 de 8 sur la version 2. Évitez de voir avec un autre objectif. Du coup, sur le GX8. 30 mm. Macro Les deux. Ensuite, il y a un macro et normalement, il y a un nom, c'est sur. C'est quoi? Donc, c'est très pratique, je trouve, à main levée pour filmer. Il y a la stabilisation dessus, donc vous avez stabilisation de l'objectif plus stabilisation de votre boîtier Lumix. Idéal, vous n'avez pas besoin de trépied. Franchement, c'est top pour du vlog, pour vous enregistrer si jamais vous avez un mini trépied avec des pieds amovibles comme ça, pour YouTube, pour vous filmer lorsque vous marchez, etc. Très pratique, hein. L'objectif est vraiment léger. Là, je vois, c'est 306 grammes, ça fait l'équivalent d'un 24-70 plein format. Donc voilà, le micro 4 tiers, l'avantage, vous emmenez plus d'optique avec vous dans votre sac photo et pour moins de poids, moins d'encombrement. Je vais rapidement aborder la partie de chez Tamron. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de sorties, mais il y en a une surtout principale, importante, c'est le Tamron 35-150 f2 à 2.8 pour monture Z. Il est également dispo pour Sony, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pu le tester au salon de la photo avec un Nikon Z8 que je connaissais pas du tout. Le Nikon Z8, première fois je le prenais en main, et un truc qui m'a choqué, c'est le déclenchement. Donc, pour ceux qui sont utilisateurs de Nikon, mais le Z8, déjà la partie ergonomie et tout, c'est différent de chez Canon, c'est un peu caoutchouteuse au niveau du déclencheur et tout. Et là, j'ai déclenché avec le 35-150 et on se rend à peine compte qu'on a déclenché. C'est juste le cadre dans le viseur qui scintille et on sait qu'on a déclenché. Mais sinon, c'est tellement fin, tellement discret que c'est à peine perceptible. On se rend à peine compte qu'on a déclenché. On est bluffé par la qualité optique de ce Tamron 35-150 f2 à f2.8. C'est une très très belle optique. Bon, elle est assez coûteuse, hein, je vais pas vous mentir, elle est autour des 1900 €. Oui, c'est ça, il me semble, c'est 1900 €. Malheureusement, je pense pas qu'on l'avait arrivé pour les boîtiers hybrides Canon, je ne pense pas. Très très belle optique. Moi, ce qui me dérange un peu, par contre, c'est le port USB-C qui est un peu caché sur le début de l'objectif, vous verrez, mais il n'y a pas de petit cache en caoutchouc pour
justement peut-être cacher ou protéger cette connectique, parce que il me semble que c'est de l'USB-C, et moi j'ai peur qu'en fait il y a de l'humidité qui rentre et que ça a un peu d'érosion au niveau de la connectique. C'est peut-être un peu ça qui me dérange dans cette optique, mais sinon elle est incroyable. C'est une optique qui en intérieur, c'est un indispensable. En fait, c'est un couteau suisse. Moi j'ai déjà le 1770-8 sur le Fuji et je l'utilise très très souvent. J'aime quand ils sortent des belles optiques avec des ouvertures, des zooms tels que f2, f2.8. T'as pas besoin de perdre du temps à changer l'optique quand tu es sur du mariage. Il est tellement polyvalent que tu le laisses sur ton boîtier. Le prix, c'est le prix. Et f2, f2.8, c'est incroyable comme ouverture. Si jamais le prix vous refroidit par rapport au Tamron, là, il y a une alternative, mais il me semble que c'est le Samyang. C'est un 35-150, il ouvre aussi de f2 à f2.8, mais il est bien plus abordable en termes de prix. Bon, ça reste quand même 1100 €, mais il me semble qu'il est disponible que pour les hybrides Sony. Donc si je me trompe pas, c'est bien ça. Je suis en train de regarder sur un des sites Phototrend, je vois que c'est un objectif FE pour Sony à 1200 €. Ouais, c'est clairement limite un copier-coller, c'est un truc de fou. Après, est-ce que c'est plus quali, j'en sais rien, c'est strictement rien. Faudra voir dans des tests et reviews d'autres créateurs, de gens qui possèdent cette optique-là. Faut pas hésiter à leur demander, poser des questions, parce que quand même, mine de rien, 1200 € ou 1900 €, c'est pas rien. C'est à prendre en compte, bien entendu. On arrive bientôt au terme de cette vidéo, mais d'abord je voulais vous poser une question. Alors moi c'est vrai que là, bon, vous voyez actuellement, j'ai le micro-cravate, c'est pas très pratique. C'est vrai que je suis limité par le câble, en fait, puis ça me dérange aussi. Donc je suis à la recherche d'un micro-cravate sans fil, donc je sais qu'il y a plusieurs marques qui en proposent, notamment Holyland, le Holyland Lark 150, je sais qu'il y a DJI, il y a Rode Wireless. Donc si jamais vous êtes un vidéaste ou un connaisseur dans le monde de la vidéo, quelle micro-cravate, c'est la question que je vais vous poser, quelle micro-cravate est le plus adapté en fait pour mon utilisation finalement, pour de la création de contenu, pour des petites interviews comme ça de présentation de 5 minutes sur les photographes que je rencontre, pour un peu faire comme une sorte de mini-interview de 5 minutes. Rode, je pense qu'on va faire une croix parce que j'ai pas envie non plus de mettre 300 balles dedans. J'hésite entre je pense le DJI et le Holyland Lark 150. Si vous en possédez un des deux, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez et lequel vous me conseillez finalement. Parce que moi, il faut savoir que je suis pas vidéaste, je suis pas du tout vidéaste. Je préfère vous le dire honnêtement dans cette vidéo. J'essaie quand même de progresser et de m'améliorer. Et aussi acquérir un peu plus de matos quali pour vous proposer du contenu plus qualitatif. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de ne pas faire du contenu trop long, j'ai essayé de faire assez dense, condensé et rapide sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, je réponds aux commentaires bien sûr. Dès que j'ai le temps, je prends le temps de vous répondre. N'hésitez pas à partager. Et puis moi je vous dis à bientôt, ciao, c'était Robin. Bye bye.